A big welcome to everybody. Une chaleureuse bienvenue à tous à la séance de clôture du symposium sur les coopératives financières, le développement rural, les enjeux et les questions couvertes au cours de 2 semaines passées. Quelques messages de logistique. L'interprétation est disponible en français, espagnol et anglais. Il y a un bouton pour l'interprétation en bas de votre écran et vous pouvez choisir le canal de votre choix pour la langue. On a fermé la séance de questions-réponses, y compris les questions. On n'a qu'une heure. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais vous pouvez les soumettre sur le site Internet du symposium pour les coopératives financières. Je suis Björn Schreiber. Je travaille pour Rabo Partnerships dans le groupe de développement des institutions financières des Pays-Bas. Je travaille sur les projets d'assistance technique avec les institutions financières sur les marchés émergents, les projets de numérisation pour Rabo au niveau de la coopération qu'on a avec la Banque mondiale pour le développement des coopératives financières. Sur ce dernier programme, j'aimerais répéter on se rend tout à fait compte que ces coopératives financières sont très importantes pour l'inclusion financière et le financement des zones rurales, mais qu'elles n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. En 2015, on est inspiré par une situation en Albanie. Rabo a travaillé avec le réseau des SACO et la Banque mondiale a travaillé avec la Banque centrale d'Albanie pour créer un environnement dynamique où la Banque mondiale et le secteur de la réglementation travaillaient ensemble et pour créer un environnement favorable. And the chair lady, Ms. Sana Konini, was represented in panel one of our symposium. Et donc, l'un des panels du symposium a justement illustré cette situation en Albanie. Est-ce qu'on peut répliquer ce modèle ailleurs? Et donc, pour la Fondation Rabo et le ministère des Finances et de l'Économie a créé une coopération et on a créé un programme conjoint avec deux ambitions. L'une, répliquer l'exemple albanais sur différents marchés et on travaille dans des pays comme la Colombie, l'Éthiopie et en Afrique de l'Ouest et on a des partenaires de ces pays qui font partie de notre panel et on a créé un centre d'excellence qui a donc aussi organisé ce symposium et nous voulons promouvoir des discussions financières, créer un réseau d'institutions depuis les organes de réglementation, superviseurs, agences de promotion, experts de financement du développement et ensemble, on peut aller de l'avant et promouvoir ces coopératives financières et soutenir l'inclusion financière, la sécurité alimentaire et le développement du secteur privé. Ce centre d'excellence est déjà devenu plus grand. On a une réunion pour voir comment on peut rationaliser davantage ces activités. Ce symposium est très important, ainsi que d'autres partenaires de Rabobank qui ont participé à la co-organisation de ce symposium et qui ont participé aux discussions au niveau des différents panels et j'aimerais remercier tout le monde pour cette participation et pour toutes les personnes et entités qui ont contribué à faire de ce symposium une réussite. J'aimerais donner la parole à Carlos Cuevas
Nous aimerions partager les connaissances que nous avons acquises à l'occasion de ce symposium à travers cette séance. Carlos est un conseiller principal de la Banque mondiale. Il a travaillé il travaille depuis plus de 15 ans avec la Banque mondiale et a aussi joué un rôle de modérateur au niveau de l'un des panels. Carlos, à vous la parole. Merci, Bjorn. Vous avez déjà souligné la nature unique de ce symposium et on a travaillé avec des partenaires extraordinaires qui ont véritablement organisé les différents panels. Ce n'est pas un événement tout à fait commun. Et on a eu un événement similaire en 2007. J'étais encore à la Banque mondiale à l'époque. Il y a 3 ans. Il nous manquait un des partenaires, mais on a fait quelque chose de semblable. Cette fois-ci, c'était très rafraîchissant de voir de nouveaux visages, de jeunes visages, si je puis m'exprimer ainsi, et tous les partenaires, les organisations, beaucoup plus divers et inclusifs que jamais. Et ce que je m'exprimerai davantage sur ce que j'entends par inclusif et divers. Alors, les experts de politique, responsables d'entreprise, expertise de haut niveau et autres au niveau des coopératives de financement, grande participation et le leadership de nos partenaires a été indispensable pour réussir cette entreprise qu'a été ce symposium. Diapositive suivante. Je vais passer en revue les résultats et les thèmes transversaux et les panels spécifiques sur la réglementation, les femmes, la jeunesse, mais les thèmes transversaux des 5 panels. Pourquoi ce sont des acteurs importants au niveau de l'expansion de l'accès au financement dans les zones rurales, les valeurs importantes du financement, la définition des coopératives financières. Ce n'est pas un acquis. Il faut faire en sorte que la gouvernance soit robuste, solide, que la gestion financière soit robuste pour inspirer la confiance des communautés, donc attirer des membres et pouvoir travailler de manière viable. La résilience a aussi été quelque chose qui a été mentionné face à des crises. Les coopératives financières tiennent bon et n'abandonnent pas, comme on dit, quand les crises se présentent, non seulement dans les pays fragiles, mais aussi dans la situation de pandémie actuelle. Ces coopératives financières ont clairement montré qu'elles pouvaient continuer à travailler là où d'autres entités ont abandonné les communautés. Axé sur le client au centre des activités, ça c'est la thématique centrale, et des produits qui doivent être adaptés, ajuster les modalités aux différents profils de clients. Ce sont là des caractéristiques très importantes que les coopératives financières ont et doivent toutes améliorer. Et ce qui est important, fondamental pour améliorer l'inclusion financière dans les zones rurales en raison de la nature spécifique de ces régions-là. Deuxième thématique transversale, numérisation et système d'information.
Et c'est une priorité parce que ça vient soutenir à différents niveaux du travail des coopératives financières. Par exemple, la gouvernance, comme on l'a vu avec Dave et Mathias, combien de réunions virtuelles ont été tenues en raison de la pandémie cette année. La gouvernance a été rendue possible en grande partie grâce à la possibilité de ces réunions virtuelles. Le problème, c'est quand on a des limitations causées par l'infrastructure précaire. Évidemment, ça devient une inquiétude au niveau des opérations. Les outils numériques sont fondamentaux pour élargir notre portée, fournir des services de conseil au-delà des paiements, le financement de l'agriculture. Les plateformes d'information sont cruciales pour pouvoir fonctionner correctement au niveau de la supervision, un outil aussi très important, surtout quand il faut superviser de nombreuses petites coopératives financières, parce que pour ce faire, il faut faire beaucoup de supervision hors site. Et ce sont les outils numériques qui permettent de faire ça de manière efficace et rapide. Problème au niveau de la numérisation pour les coopératives financières. Ça a été couvert dans beaucoup de sessions, surtout au niveau du panel 5 sur le financement de l'agriculture, l'infrastructure et l'interopérabilité. Daniel Ouba a dit cela très clairement, que dans beaucoup de pays, on a encore beaucoup de retard à ce niveau-là, même si les technologies mobiles grandissent. On sait que dans les zones rurales, elles ne sont pas aussi répandues qu'elles devraient l'être. Une question a été également soulevée dans différents panels concernant les fintech. Est-ce que ce sont des perturbatrices ou des alliés? Et je pense que la CCU a discuté cela. Les coopératives financières réagissent de manière différente. Certaines créent des plateformes qui sont en compétition les unes avec les autres. C'est le cas aux Philippines. D'autres joignent leur force avec les fintech et font des partenariats. C'est le cas en Amérique latine qui suit davantage cette approche au lieu de se battre contre les fintech pour essayer de créer des synergies avec elles. Alors, quand on parle de la préservation de l'esprit de coopération, de solidarité, c'est là que la numérisation joue un rôle important parce que ça a tendance à créer, comme il a dit, des tendances individualistes. Il faut protéger aussi les informations et les actifs des clients. Dans plusieurs panels, on a parlé de cela. Diapositive suivante. Accès aux capitaux. Encore une fois, un sujet très important qui a été soulevé au niveau de plusieurs panels. La manière dont les coopératives financières gèrent ça traditionnellement encore, c'est au niveau d'installation de financement centralisé. La question était de savoir si même quand ce n'est pas suffisant pour satisfaire la demande, c'est une question qui a été posée au niveau des jardins, mais la réunion d'hier sur le financement de l'agriculture. Comment rendre ce capital extérieur cohérent en termes de gouvernance des coopératives, donc le contrôle des membres, quand des capitaux extérieurs interviennent, et c'est un aspect important dont il faut tenir compte. Quels instruments sont-ils appropriés pour les coopératives financières? Il y a eu l'exemple du Pérou, de la dette subordonnée fournie par les banques de développement, aussi des jardins, pour
capitaliser de manière viable et encourager une gestion financière stable au lieu d'assujettir la gouvernance à des conditions. Donc ça, c'est quels investisseurs sont-ils alignés avec le modèle des coopératives? Les principaux enjeux en termes de réglementation. On a eu un panel spécifique sur la supervision et la réglementation. Des points intéressants ont été soulevés. On a parlé des réglementations proportionnelles. On a parlé des principes par opposition aux pratiques, les réglementations pratiques. Quel est le degré de réussite là-dessus? La mise en œuvre de réglementations proportionnelles n'est pas facile. C'est très difficile de mettre cela en pratique, mais c'est ça la direction qui est prise. Et ce que j'étais content d'entendre au niveau des panels, c'était l'accent mis sur la conformité. La superintendance de l'Équateur, Margarita, a soulevé cet aspect-là et l'expérience au niveau des coopératives de financement sont extrêmement intéressantes. C'est une mesure cruciale de la supervision. Les systèmes réglementaires et les mécanismes de supervision peuvent être redéfinis. Mais il faut absolument obtenir la conformité envers les normes existantes. Beaucoup de difficultés au niveau de la supervision et de la réglementation en raison de la diversité des systèmes de coopératives financières qui vont des systèmes fortement intégrés, genre l'Albanie, le Brésil avec Sicredi et autres, aux toutes petites coopératives financières, par exemple en Éthiopie, des choses que les SACO ne feraient pas. Il y a 20 000 coopératives financières en Éthiopie. Comme il a dit, c'est extrêmement difficile de les superviser. En Ouganda, il y en a beaucoup, plusieurs milliers aussi. Et ça représente une claire difficulté. On a parlé de la protection des dépôts des membres par opposition au fardeau réglementaire. Et c'est un équilibre crucial à obtenir. Il y a aussi une question d'échelle, ce qui a été couvert dans la discussion sur l'Équateur. Catégoriser les coopératives financières en termes d'adhérents, actifs, taille, et que les réglementations soient proportionnelles à la taille. Par exemple, donner plus de temps, une date butoir plus longue pour que soient conformes les plus petites coopératives, être moins strict avec elles, c'est encore une fois une question à poser. Dans quelle mesure faut-il être strict pour inspirer la confiance envers ces coopératives financières? On a aussi parlé du cannibalisme, des problèmes liés aux mécanismes auxiliaires. Autre enjeu, financement des agences de supervision. C'est un contraste intéressant entre les grandes entités, les membres du G20, par opposition aux non-membres du G20. Donc, la façon dont on les finance, comment on les intègre.
On passe du financement public typique des pays autres que ceux du G20, qui sont les supervisés en général, qui financent les entités qui font la supervision. Diapositive suivante. Incorporation des coopératives financières dans le système financier. Autre enjeu pour rendre les coopératives financières suffisamment solides et par une partie solide du système financier d'un pays. Il y a des éléments opérationnels et fonctionnels cruciaux. Et il y a eu un consensus sur le fait qu'il faut avoir un accès au système de paiement. Il y a une grande différence entre les pays où les coopératives financières ont accès au système de paiement et les pays où ces coopératives financières n'ont pas accès au système de paiement. Et ça, c'est un élément fondamental pour les rendre compétitives et fiables. Dans beaucoup de pays, elles dépendent du système bancaire pour avoir accès au système de paiement. Et ça représente une difficulté logistique. Les correspondants bancaires et autres innovations, c'est aussi un autre enjeu. Mais encore une fois, même ces mécanismes existent et les coopératives financières n'en font pas usage aussi vite que d'autres établissements financiers et c'est un aspect qu'il faut renforcer, comme il a été dit hier pour la Colombie notamment. La possibilité de le faire existe, mais les coopératives financières sont lentes à adopter ces agents de correspondance. Connexion avec les chaînes alimentaires viables, la finance verte. Ça, c'est un élément opérationnel et fonctionnel important. Donc, c'est nécessaire pour les rendre de véritables participants du système financier, inclusion des femmes et des minorités, entreprises rurales. Les entreprises rurales doivent être inclusives pour les femmes et les minorités parce que ces groupes sont ramenés dans le giron du système financier formel et c'est quelque chose dont il faut se souvenir en termes de systèmes opérationnels, gestion des risques. Gerardo de Desjardins en a parlé hier. Toute l'intégration et la diversification de l'exposition. Pour faire ça, il faut discuter de l'intégration des petites entités dans des organisations plus fonctionnelles et plus consolidées. Un dernier thème transversal, les femmes et les jeunes. Il y a eu un panel très intéressant là-dessus. Mardi, beaucoup de panélistes ont insisté sur cela, le caractère, l'isolement et la distance créent des obstacles pour les femmes et les jeunes des zones rurales, coûts de transport, obstacles de temps, alphabétisation financière, éducation financière, tout ça, ce sont des aspects importants, renforcement des capacités, développement du leadership. J'insiste sur le leadership qui va bien au-delà de l'éducation financière. Il y a eu un panel très intéressant au niveau de Sicredi et du système brésilien, où il y a eu des représentants du comité de femmes et du comité de jeunes, où il y a eu une discussion très intéressante. Diatou Coulibaly du Sénégal
a aussi parlé de l'inclusion réelle des femmes à la direction, au rôle de gouvernance. C'est vraiment comme ça qu'on peut mesurer la réussite en termes de couverture de ces groupes. Les femmes et les jeunes ont besoin d'un espace. C'est un thème qui est revenu à maintes reprises à l'occasion de ce panel. Et une chose que Marianne Oumaka a mentionné lors de la séance d'ouverture, il faut faire attention aux jeunes parce que c'est l'avenir et le présent des membres des coopératives financières, l'importance de rajeunir, si je puis dire, les membres des coopératives financières. Par exemple, le jeune leader du Brésil a dit que c'est l'avenir et le présent. Et sans aucun doute, c'est l'avenir. Je ne sais pas où j'en suis en termes de temps. Je voulais juste vous donner une de mes citations préférées qui était citée dans une réunion quand Yvette Schoffen de Sicredi, du comité de femmes de Sicredi, elle a pris la décision entre la diversité et l'inclusion. Elle a dit, la diversité, c'est quand on m'invite à une fête. Et l'inclusion, c'est quand on me demande si je veux bien danser. Et j'ai trouvé que c'était une manière extraordinaire de décrire la différence. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les perspectives d'avenir. J'ai utilisé 3 citations que j'ai empruntées à 3 participants. La première, de Zana Koneni, la présidente de FedInvest d'Albanie. C'est une longue phrase, mais on peut résumer. On ne peut pas maximiser la valeur pour nos membres, l'objectif de la coopérative financière et l'impact sur la communauté sans atteindre une croissance durable qui signifie base de capitaux solides, économie robuste et grande rentabilité en utilisant les technologies intelligentes. Ça, ce sont les mots clés du tout le symposium. Créer des conditions favorables pour les femmes, pour la participation des femmes et des jeunes, c'est beaucoup plus de travail, mais ça en vaut la peine. Et ça, ce sont les mots de Manfred Dassenbrock de Centrale Sicredi du Brésil. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible et que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Donc, il faut créer les conditions pour les jeunes et les femmes. C'est beaucoup plus de travail, mais ça vaut la peine. Ensuite, on a Maximiliano Sainz qui a dit « Nous sommes tous des acteurs de changement ». C'était vraiment sa vue optimiste en matière de cadre. Nous sommes tous des agents de changement. Et j'ai ajouté quelque chose pour revenir à mon sujet de prédilection. Résoudre le problème de supervision et de réglementation, c'est faisable. Et je voulais ajouter ça parce que avec cet exemple et ceux du Brésil, du Mexique et autres, le Kenya notamment, et autres, nous montrent que ce n'est pas une tâche impossible. Et donc, une conclusion valable du symposium en termes de perspectives d'avenir, eh bien, ça réside là-dedans. Merci Bjorn et tous. Je ne vais pas m'attarder davantage. Merci beaucoup, Carlos. C'était très intéressant. Oui, vous avez parlé un peu longuement, mais en fait, la séance de clôture, c'est vraiment pour faire le récapitulatif de points les plus importants. Il y avait beaucoup à couvrir. Alors, merci beaucoup.
J'ai vu que Dave Grace a fait un commentaire dans la boîte de chat sur l'importance de l'infrastructure financière et l'accès à cette infrastructure, que ce soit les systèmes de paiement ou des polices d'assurance, que si les CFI peuvent mobiliser des dépôts, ils devraient aussi pouvoir mobiliser l'infrastructure financière. C'est important parce que cela permet aux CFI d'augmenter leur capacité de service envers les clients. Une coopérative, bien sûr, est une institution qui essentiellement rassemble les membres pour leur offrir un ensemble de services et plusieurs membres auront accès aussi aux services de paiement comme un de leurs plus grands besoins. Alors, si les CFI vont être des institutions significatives, on devrait organiser ce genre de choses. Mais Carlos a aussi parlé de la complexité des services financiers avec la conformité, la gestion des risques. Il serait donc positif de comprendre comment les régulateurs voient cette partie. Vous avez aussi l'intérêt du consommateur à cœur et leur protection. Et j'aimerais maintenant passer la parole à Marelby Bernal, intendante de Super Solidaria en Colombie. Marelby est spécialiste des finances et économiste par éducation. Elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Elle a travaillé dans le secteur privé avec beaucoup d'institutions financières et avec un réseau de CFI pour mettre en œuvre différents programmes. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes un des partenaires avec qui nous avons travaillé dans les pays d'exploitation en Colombie. Vous travaillez avec la Banque mondiale. Pouvez-vous nous donner une présentation, une introduction quant à comment le secteur fonctionne en Colombie et une idée de comment le secteur des CFI est organisé en Colombie et parler de votre coopération avec la Banque mondiale les années à venir et quels sont les plus grands défis, les plus grands enjeux à prendre en compte. À vous. Merci beaucoup. Bonjour en Colombie, bon après-midi ou bonsoir à ceux qui sont autre part. Au nom de la superintendance de Super Solidaria, je vous remercie pour cette invitation de participer à cette séance de clôture sur un sujet si important. Je vais donner une explication brève de ce que nous voyons dans notre secteur, vu par les chiffres et puis parler des défis du secteur et les étapes qu'il faut suivre en tant que superintendance, mais aussi, ou surintendance, mais aussi pour stimuler le développement de nos organisations. À partir de l'analyse que nous avons réalisée, les chiffres du secteur dans les derniers 5 ans, nous voyons que les 167 coopératives de crédit et d'épargne se sont accrues par à peu près 8,65% pour ce qui concerne les actifs. En septembre, les actifs ont atteint 18 milliards de pesos, c'est à peu près donc dans les 4 millions de dollars et 80% est concentré dans la catégorie des crédits. Dans les années avant la pandémie, il y avait une croissance plus importante. La croissance avait pu atteindre au-delà de 8,5 et il est clair qu'à cause de la pandémie, il y a eu une diminution de déplacements. C'est logique. Après la pandémie, nos organisations, premièrement, les associés ne demandaient pas les crédits, puis aussi les organisations n'ont pas augmenté leur placement dans les portefeuilles et aussi, il y a le côté de production de coussins de liquidité et cela donnait donc il y avait une incertitude quant à des retraits massifs avec cette crise économique. Et ce que nous avons vu l'année passée, c'est que les organisations ont eu des niveaux importants de liquidité, mais même avec cela, le crédit a continué à des taux
réduit, mais quand même à continuer. Pour ce qui concerne les dépôts, et ce que nous avons vu, et les dépôts sont la source de financement de ces organisations, c'est que le taux de croissance a été bien plus important par rapport à ce qu'on a vu dans la portefeuille pendant la pandémie. En 2020, ce qu'on a vu, une croissance des dépôts qui était assez importante. Alors, et avec des taux bien plus élevés que la croissance du portefeuille qui montre que les entités ont eu des excès de liquidité. Si nous parlons de la présence des 167 de coopératives de crédit et d'épargne dans l'économie de la géographie de ce pays, nous voyons cela de façon très positive, que nos 167 coopératives ont une présence sur le territoire entier. Ce pays a 32 départements qui sont comme c'est la façon que le pays est divisé en régions. Dans chaque département, il y a une coopérative d'épargne ou de crédit, ou bien des bureaux d'épargne et de crédit. Il y a 967 bureaux et il y a 347 correspondants. Et avec ceci, avec ces canaux, on offre des services à 3,6 membres et nous voyons que 46% de ces entités offrent des services dans les villes principales qui sont comme les zones urbaines principales de ces départements et 54% sont dans les zones plus petites des départements. En Colombie, on les appelle les municipalités. Et ça veut dire que nous avons un marché et que ces organisations ont un marché très répandu qui reçoit des services et il y a donc un équilibre dans les services entre les zones urbaines et les zones rurales. Dans la superintendance, récemment, nous avons finalisé un projet qui s'appelle Balance sociale et bénéfices solidaires dans cet espace. Ça a été très intéressant parce que nous avons pu mesurer le bénéfice solidaire et réel qui est offert aux membres. Ce n'est pas mesuré par les niveaux d'excédence ou d'excédent que nous utilisons avec la rentabilité, mais plutôt on a mesuré cela avec les bénéfices que le membre reçoit au niveau social, d'amélioration de sa qualité de vie, de participation à toutes ces organisations, aussi les bénéfices qui sont offerts à la communauté au niveau des politiques, de l'environnement et la portée de ce sol, de cet équilibre social est bien plus répandu que ce qu'on avait vu auparavant. Et c'est très intéressant, ça nous a permis de capter des informations très intéressantes sur ces entités qui sont utiles pour des raisons statistiques, mais aussi pour les politiques publiques. Et là, je vais extraire certains sujets, certains thèmes ou thématiques qui sont intéressantes pour le symposium. C'est que nous avons vu que les coopératives d'épargne et de crédit offrent leurs services financiers dans 53%, dans une proportion de 53% aux femmes et cela et le reste aux hommes. Cela nous montre que nos coopératives contrôlées d'épargne et de crédit ont une gestion d'inclusion des femmes. En catégorie d'âge, on a vu que 45% de ces services financiers sont offerts à la population entre 36 et 60 ans. Juste 21% offrent des services à une population de moins de 35 ans. Cela montre qu'il y a beaucoup à faire pour vraiment offrir des services des jeunes qui sont vraiment l'avenir de la durabilité de nos organisations. 67 membres sont dans des zones urbaines. Dans les villes, il y a beaucoup de présence de ces coopératives d'épargne et de crédit et le reste. Donc, dans les zones rurales, ce sont des aspects qu'il faut revoir parce qu'il y a vraiment un appel, donc il faut fermer cette division. Nous avons aussi vu que les coopératives, donc pour 62%,
offre des services à une population qui a des revenus donc à peu près $260 par mois, dans les 4 catégories les plus réduites. Ces chiffres, même avec la pandémie, ça nous a affectés, mais nous avons pu maintenir le secteur. Tout cela est très positif avec tout ce qui a été fait pour donc servir les membres. C'est très bien, c'est très encourageant, mais en tant que superintendance, nous avons fait des analyses d'informations que nous pouvons partager avec la surintendance financière, parce qu'il est clair que nos coopératives, d'une certaine façon, sont en concurrence avec les institutions financières traditionnelles et ce que les études nous ont montré que ces 3 millions que détiennent ces coopératives que nous surveillons, de ces associés, plus 900 ont en fait 2 200 000 membres n'ont pas ces services de crédit. Il n'y a que 900 qui ont ces services de crédit. Il y a beaucoup à faire. Pas tous les associés, pas tous les membres sont actifs. De ces 3,3 millions de membres, comme je l'ai dit, qui offrent, donc pas, auxquels offrent des services de 160 coopératives, il y a 1 million et quelques qui ont des crédits dans le système financier. Cela nous a mené à réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui mène à ce que les membres n'accèdent pas aux services dans ces coopératives, qui sont bien plus proches pour offrir leurs services au niveau géographique, et ils ont besoin de ces services, mais on dirait que les banques arrivent pour couvrir ces besoins non satisfaits de ces membres. Alors, pour être en ligne avec tout ce dont on a parlé dans ce symposium, ce que nous avons vu, c'est il faut élargir la couverture et il faut voir ce qu'il manque à ces organisations pour qu'elles puissent satisfaire ces besoins des associés. Avec la Banque mondiale, ça a été très intéressant, le soutien que nous avons reçu. Il y a eu une analyse pour le cas des correspondants parce que ces entités n'ont pas utilisé ces canaux de service de façon importante. Et la banque nous disait de cette analyse qu'ils ont réalisée, parce qu'il y a eu des réunions avec les organisations, des réunions avec les les différents opérateurs technologiques et autres. Et on nous a dit qu'il y a des niveaux d'informalité qui sont assez élevés et qu'il faut revoir, qu'il y a une culture de changement dans les organisations et qu'elles sont très résistantes, certaines de ces organisations, encore à fonctionner avec les différentes technologies. Il y a comme un manque d'intérêt dans, dans l'entrée dans ces nouvelles technologies, des accords de fintech et ces autres options qui existent sur le marché et qui sont très avancées dans le marché financier traditionnel. Et il y a eu un retard au niveau de ces coopératives pour ce qui concerne la participation avec ces technologies. Il y a aussi eu des difficultés de connexion, de technologie. Encore en Colombie, il y a une déficience il y a dans ces domaines et aussi pour ce qui concerne la sécurité. Alors, tout cela nous a fait penser que nous avons différents défis en tant que surintendance et c'est sur quoi nous avons travaillé avec la Banque mondiale. Il faut que nous continuions à renforcer, bien sûr, le soutien de la surintendance, leur donner ces outils pour ce qui concerne un cadre réglementaire. Il y a différentes lignes ou directrices que la Banque mondiale nous a données qu'on va inclure dans notre proposition de règlement et de loi. Et nous avons déjà mis en place des ensembles de règles qui donnent une gestion bien plus sûre et permet à ces organisations d'organiser avec plus de sécurité, puis offrir et améliorer en tant que superintendance nos outils de supervision. Et sur cela, c'est sur cela que le soutien
de la Banque mondiale s'est concentré et je remercie vraiment la Banque pour tout ce qui a été fait. Il y a encore beaucoup de domaines où nous allons continuer à travailler, mais voici donc les résultats que nous voyons aujourd'hui dans nos entités et dans notre secteur qui est surveillé en Colombie. J'espère que je n'ai pas trop parlé trop longtemps, mais je vous remercie. Merci beaucoup, Marélie, c'est très apprécié. Des observations très intéressantes. Dans l'intérêt du temps, je vais continuer très rapidement. J'aimerais maintenant passer à Mathieu Soglonou. Il est directeur général de la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, CIF. CIF est une confédération multi-pays qui fonctionne en 5 pays avec 6 organes faîtières avec 20 ans d'expérience dans le développement international. Mathieu, vous avez déjà parlé et on a été informé sur le réseau et vous avez parlé du travail que vous allez entreprendre avec la Banque mondiale. Alors, j'aimerais vous demander de garder à l'heure parce que nous sommes un peu en retard. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Bonne, pour l'occasion que vous nous donnez au niveau de la Confédération de participer à la séance de clôture de ce symposium important. Nous sommes très, très contents d'avoir été associés au symposium et qui nous a permis pendant 10 jours de célébrer l'excellence et l'espoir du mouvement coopératif. Nous avons en effet, à travers la communication, appris que les coopératives financières sont des institutions crédibles, flexibles, inclusives et surtout résilientes. Nous avons appris que les CFI ont une expertise et des stratégies particulières pour accélérer l'autonomisation économique et l'inclusion financière des femmes et des jeunes. Nous avons appris que les CFI sont des vecteurs excellents de financement des petits producteurs et du monde rural en général. Nous avons appris que les CFI sont des instruments de mobilisation de l'épargne rurale et de la petite épargne surtout, et finalement que les CFI accompagnent efficacement la transition écologique. Notre organisation, la CIF-AO, se réjouit d'avoir participé à ce symposium pour pouvoir, au terme de cela, travailler sur les défis, qui sont les défis importants pour les coopératives financières en Afrique de l'Ouest. Je voudrais rappeler ici quelques défis importants pour les coopératives financières en Afrique de l'Ouest et qui appellent une coalition de partenariats pour surmonter les défis. Le premier défi concerne le retard technologique et la transformation digitale. Les coopératives en Afrique de l'Ouest ont fait beaucoup de progrès, mais ces progrès ont été faits dans le cadre de la gestion traditionnelle et aujourd'hui, il y a un retard technologique à rattraper qui nécessite une transformation digitale rapide. Le second défi concerne la reconfiguration institutionnelle pour une meilleure efficacité, réduire les centres de décision et accroître les points de service pour être plus proche des clients et des membres, ce qui va conduire à améliorer la capitalisation des coopératives et une plus grande responsabilité sociale. En termes de défis aussi, il n'est pas superflu de rappeler qu'il faut une gouvernance plus vertueuse et plus agile pour mieux protéger les déposants, renforcer le leadership des femmes et des jeunes dans les prises de décision. Et enfin, nos autorités doivent travailler sur une réglementation plus habilitante. Et face à ces défis, des partenariats stratégiques et structurants nous semblent nécessaires et indispensables. C'est pour cela que notre confédération se réjouit aujourd'hui de son partenariat avec la Banque mondiale, avec Rabo Partnership, avec OCO, avec la Swiss Capacity Building Fund, avec la Banque africaine de développement et bientôt avec BID et avec AGRA et bien d'autres pour pouvoir
contribuer à transformer le visage des coopératives financières en Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela que j'en appelle, dans le cadre de ce symposium, solennellement à une coalition pour soutenir les coopératives financières en Afrique de l'Ouest face à la triple crise sécuritaire que connaît le Sahel, la crise sanitaire et la crise climatique. Tout le monde est au courant de la COP26 avec ce que certains appellent le fiasco, car ces coopératives aujourd'hui évoluent dans un environnement de plus en plus concurrentiel, porté par des acteurs des technologies plus puissants. Nos paysans ont travaillé à mettre en place la coopérative financière en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Aujourd'hui, il nous revient de travailler à ce que ces coopératives financières se pérennisent. Je voudrais ici adresser toutes mes félicitations au Centre d'excellence de la Banque mondiale, à vos partnerships et leurs partenaires pour l'excellente qualité du symposium. Et je garde espoir que le partenariat que nous venons d'amorcer avec eux va être bénéfique pour les CFI en Afrique de l'Ouest. Vive les CFI, je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup, Mathieu. C'est un plaisir de vous revoir ici. Je pense que vous avez fait des contributions, des apports excellents pendant tout le symposium. Nous attendons avec impatience à travailler avec vous. C'est une structure très unique. Quelquefois, nous avons ces CFI atomisés qui ne sont pas en mesure d'avoir un réseau avec plusieurs pays. Ils essayent de prendre en compte différentes décisions pour tout ce réseau. D'une perspective multi-pays, c'est très impressionnant et nous attendons à travailler avec vous sur tous les domaines que vous avez évoqués. Je vérifie si notre intervenant, le panéliste Ousmane Sourour Siraj de l'Éthiopie, est connecté. Il a eu des problèmes de connexion dus à des problèmes techniques. On dirait qu'il n'est pas avec nous. Il va falloir passer à Pimol, directeur général de la Fondation Rabo, et il travaille pour Rabobank depuis presque 15 ans. La Fondation Rabo est active dans 23 pays et se concentre sur l'impact, les impacts socio-économiques. PIM est un diplôme en macroéconomique de l'Université d'Amsterdam et a une longue carrière dans le monde bancaire. Et comme je l'ai dit auparavant, la Fondation Rabo est un grand contributeur à notre programme conjoint, non seulement pour ce qui concerne notre soutien, mais pour ce qui concerne le réseau qu'il dirige dans ces 30 ans de travail que Rabo fait dans plusieurs marchés, en grande partie apparentés au développement. Alors, Pim, j'aimerais vous donner les mots de clôture, remarque finale. Merci, Björn. Au nom de la Fondation Rabo, je suis honorée, fière d'être avec vous, de faire ces remarques finales. Premièrement, je suis très impressionnée par ce qu'on nous a montré ce soir, de tout ce travail que vous avez fait dans ces derniers 9 jours. C'est un énorme, je veux une énorme félicitation à vous tous. C'est vraiment une récolte incroyable de toutes vos idées aussi. Mes félicitations à Carlos et collègues à la Banque mondiale et les collègues de Rabo Partnerships. Premièrement, prenons un pas en arrière. Nous avons aussi organisé un séminaire du Centre d'excellence de la même façon il y a 6 à 8 mois sur la COVID-19 et l'impact sur les CFI. D'une part, nous avons l'impact très mauvais. Nous sommes encore aux prises de cela, beaucoup d'entre nous. Mais par contre, nous avons vu qu'il y a un flux de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles numérisations, de nouvelles innovations. Et c'est incroyable. Et cela
et démontrer dans la richesse d'idées que vous avez vraiment trouvées dans ces dernières années. 2 remarques et 3 idées. Premièrement, la dernière chose que Carlos a dit, les jeunes et les femmes. Mariana l'a évoqué, c'est très important. Nous avons des clients existants, mais il faut regarder pour la continuité les nouveaux clients. Les femmes et les jeunes sont cruciaux à cet égard. Et beaucoup de sources de financement comme nous ont des programmes spéciaux pour les jeunes, pour beaucoup d'entre vous, pour que vous puissiez avoir des schémas de financement. Carlos a parlé que c'est beaucoup de travail quelquefois, mais il y a une reconnaissance qu'à cause de ce travail d'arrache-pied, vous obtenez un financement, un crédit plus facilement de parties comme nous. C'est une observation. Deuxièmement, et c'est aussi ce qui a surgi dans toutes vos déclarations cette semaine, c'est la conformité. Un point qui n'a pas été évoqué, c'est la conformité de notre côté. Quand nous vous offrons le financement il y a 3 ans, la conformité de notre côté, quand nous voulions vous financer, était 1% de nos coûts et 1% de notre temps. Aujourd'hui, en ce moment, c'est 10% de nos coûts et 10% de notre temps avant que nous ne puissions vous financer et prendre ce pas. Il y a eu une montée incroyable dans les règlements pour ce qui concerne la conformité, la diligence due avant que l'on ne puisse vous financer. C'est un aspect très important à prendre en compte dans le thème global de la conformité. Troisièmement, réflexion quant à ce que j'ai entendu. Et c'est principalement de par notre expérience chez Rabo Foundation. Nous avons été actifs dans 25 pays, comme vous l'avez dit. C'est sur une thématique que Mathieu a évoquée. Premièrement, les prêts durables. Nous offrons un financement à une MFI en Équateur qui a un programme spécial pour les prêts pour les légumes et fruits bio. Il y a aussi une composante de risque, alors le taux d'intérêt pour les prêts bio est plus bas que pour les produits non bio. Alors, parce qu'il y a des effets climatiques moindres. Une deuxième observation, c'est la numérisation. Nous venons d'envoyer une équipe de personnes de la banque qui travaille avec la Fondation Rabo au Nicaragua et nous avons aidé le CFI à se pencher sur les données apparentées au risque. Alors, ce que nous avons introduit, c'est un directeur de compte pour 150 clients avant que nous soyons là. Et après avoir travaillé ensemble sur la matrice de risque avec le CFI, ça pourrait être un directeur de compte et 250 clients. Alors, davantage de financement, un financement plus large, un financement plus important et un meilleur risque, un meilleur retour pour le risque. Une observation finale qui a aussi très haut risque, mais en fait, sur l'élaboration de paramètres de risque pour les sources de financement comme nous. Si vous combinez le capital privé, public, et vous pouvez avoir un levier majeur. Nous avons donc signé un accord avec DFC, Shell et avec 4 financeurs privés en Inde. Et dû au canal de levier, sur une période de 8 ans, nous avons financé 55 millions et nous avons atteint 220 000 exploitants agricoles, surtout des femmes, d'une façon où nous nous concentrons sur le financement climatiquement intelligent et moins de gaspillage. Et c'est vraiment quelque chose qui multiplie par 3 les effets qu'on peut avoir. Je vais maintenant, pour conclure, répéter ce que Carlos a dit. Vous avez démontré qu'on peut inviter plus de personnes à la fête et invitons tout le monde à danser aussi. Merci beaucoup. C'est vraiment la déclaration de conclusion, mais ça va être la déclaration d'ouverture pour toute cette richesse de l'information et vraiment pour son utilisation, sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Björn, à vous. Merci, Pim.
Avant de clore officiellement, j'aimerais remercier tous les intervenants d'aujourd'hui, Pim, Mathieu, Marelvi, Carlos, bien sûr, mais aussi tous les partenaires qui ont contribué au symposium tous ces jours. Et bien sûr, le thème ou l'équipe, pardon, qui a travaillé d'arrache-pied pour organiser ce symposium. Ça a été beaucoup de travail. Nous aimerions vous voir sur l'écran si vous voulez bien activer vos caméras. José, Carlos, Juan, Ruby et bien d'autres du côté technique. Merci beaucoup pour tout votre travail, pour avoir relié toutes ces parties, pour avoir ces bonnes discussions. Et sur ce, je suis d'accord avec Pim. C'est vraiment un point d'ouverture, une séance d'ouverture. Nous allons donc aller de l'avant avec tout cela. Merci beaucoup. À bientôt.